Comment fabriquer un réverbère qui éclaire pendant 30 ans sans jamais avoir à changer l'ampoule? Comment donner du mordant à une lame de scie circulaire? Comment faire éclater les grains de café comme du pop-corn? Et comment des poudres transformées peuvent vous aider à y voir plus clair? Vous le saurez en regardant Secret de fabrication. La technologie qui éclaire les réveils à affichage digital peut aussi rendre nos rues et nos trottoirs bien plus lumineux. Les réverbères à LED contiennent des diodes électroluminescentes au lieu d'ampoules classiques. Ils éclairent mieux tout en consommant moins d'énergie que les lampadaires traditionnels. Et ils peuvent durer plus de 30 ans sans avoir à changer une seule ampoule. La partie éclairante d'un lampadaire à LED comporte deux éléments clés. Les minuscules diodes et la tête de lampe qui les protège. Chaque LED fait la taille d'un petit pois. Elles sont livrées à l'usine de fabrication sous forme de longs circuits imprimés contenant 20 diodes chacun. Mais avant de les installer dans les têtes de lampe, un robot manipulateur assemble un jeu de lentilles pour chaque circuit. Le robot place 20 lentilles sur des plateaux conçus pour aller sur les 20 diodes de chaque circuit. Une fois dans les réverbères, ces lentilles vont concentrer la lumière de chaque LED de façon très précise afin que toute la lumière soit focalisée sur la zone que le réverbère est censé éclairer. Ainsi, la lumière n'est pas diffusée vers d'autres zones et elle ne faiblit pas sur les pourtours de la zone éclairée, comme c'est le cas avec les réverbères classiques. Au final, l'éclairage est donc plus lumineux et plus concentré, mais aussi plus économique. Grâce à ces petites lentilles, un lampadaire à LED éclaire jusqu'à 7 fois plus et consomme à peine la moitié de l'énergie requise pour un lampadaire traditionnel. Une fois les 20 lentilles en place, un ouvrier récupère les plateaux et y installe un circuit imprimé, les diodes tournées vers le bas. Ensuite, il pose deux plateaux dans chaque tête de lampe. Les diodes sont maintenant testées pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Dans un autre secteur de l'usine, on fabrique d'autres pièces pour compléter les lampadaires. Les coques en aluminium qui contiennent tout le système électrique sont protégées contre les intempéries en subissant le même processus rigoureux que celui utilisé pour protéger les voitures contre la corrosion. Ainsi, elles dureront aussi longtemps que les lampes. En premier lieu, des convoyeurs aériens plongent les pièces dans une douzaine de bains chimiques différents qui nettoient et pré-traitent l'aluminium. Puis, dans la dernière cuve, l'aluminium est entièrement recouvert d'une couche anticorrosion. Le secret? Un courant électrique est envoyé dans le bain dans lequel les pièces trempent, ce qui attire les particules protectrices sur l'aluminium, tout comme l'acier est attiré par un aimant. La couche anticorrosion étant hermétique, l'air ou l'humidité ne peut la pénétrer et venir corroder l'aluminium en dessous. Mais une longue exposition au soleil peut finir par endommager ce revêtement spécial. Donc, on applique une dernière couche sur les coques. Cette fois-ci, il s'agit d'une peinture de finition thermoplastique qui protège l'anticorrosif du soleil. La peinture est cuite sur les coques dans un four à 200 degrés. Une fois refroidies, on peut enfin les regrouper avec les LED.
Mais avant cela, on applique du silicone qui servira de joint quand les deux morceaux formant la coque seront assemblés. Cette tâche est effectuée par un robot capable d'appliquer le silicone moins de 20 secondes après qu'il a été mélangé. C'est important, car si le silicone n'est pas utilisé rapidement, il ne séchera pas correctement et le joint pourrait fuir. Pour terminer le lampadaire, on assemble la tête contenant les diodes et la coque anticorrosion qui regroupe le système électrique. Les fils sont reliés au LED. Puis, on procède à un dernier test. Si tout fonctionne correctement, le système électrique est enfermé dans la coque. Il ne reste plus qu'à installer le tout sur un poteau. Et ce réverbère est prêt à illuminer la nuit pour les 30 prochaines années. Une lame de scie circulaire doit être assez résistante et aiguisée pour découper les matériaux les plus solides. Du bois de feuillu jusqu'au titane. Il n'existe aucun matériau possédant la solidité et le tranchant nécessaire. Le secret consiste à combiner un corps de lame extrêmement résistant et des dents très aiguisées. Pour fabriquer les lames, on utilise des plaques d'un acier spécial au chrome vanadium. Cet acier est renforcé par du chrome, un métal particulièrement dur connu pour sa solidité et sa résistance à l'usure. Pour couper les plaques, on a recours à un gabarit et à un compas pour dessiner des cercles à peu près de la taille des lames terminées. Ensuite, une presse à cisailler découpe chaque pièce brute en suivant le contour du cercle. L'acier est si dur que 2 tonnes de pression sont nécessaires pour le couper. Maintenant, une machine munie d'un trépan en acier dur perce la partie centrale, ce qui permettra de monter la lame terminée sur une scie à onglets par exemple. La pièce est lubrifiée avec de l'huile afin que la friction n'endommage ni le trépan ni la pièce elle-même. Une fois la partie centrale découpée, il est temps de s'occuper des dents de la future lame. Une fraiseuse est utilisée pour usiner 60 dents dans chaque pièce. Les dents permettent à la lame de trancher et les creux entre chaque dent servent à évacuer les copeaux afin qu'ils ne bloquent pas la lame. Une fois les dents découpées, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les lames sont chauffées dans un four à une température écrasante de 900 degrés. La chaleur aligne les molécules contenues dans l'acier, ce qui le durcit et le solidifie encore davantage. Ensuite, pour conserver cette résistance, les lames sont plongées dans une cuve contenant de l'huile chaude, mais pas aussi chaude que le four. La baisse soudaine de température fixe les molécules dans cette position pour que les lames ne perdent pas en solidité. Tandis que le métal est encore chaud suite à la trempe, une presse applique une pression de 90 kg sur les lames pour qu'elles ne se tordent pas. Puis un agent asséchant ressemblant à du sable absorbe le restant d'huile comme de la litière. Les lames sont à nouveau chauffées pour les rendre encore plus solides. Cette fois-ci, on leur applique en même temps une pression de 550 kg. Cela permet de s'assurer que les molécules restent alignées et que les lames ne se déforment pas.
Une fois les lames refroidies, on élimine au marteau les moindres défauts. La lame doit être parfaitement plate, sinon elle ne coupera pas correctement. Elle est polie par une meule avant de subir un second martelage. Chaque coup de marteau rend le métal plus tendu, rigide et résistant. Mais ce sont les pointes en carbure fixées par brasage qui donnent à cette lame de scie tout son tranchant. Le carbure est 4 fois plus solide que l'acier du corps de la lame. Son point de fusion est également plus élevé. Ainsi, la chaleur intense due à la friction lors de la coupe ne causera pas autant de dommages. Et la pointe peut être davantage aiguisée. Le taillage final de ces dents en carbure se fait à l'aide d'une meule spéciale. Dans celle-ci se trouve l'un des rares matériaux plus solides que le carbure, le diamant de qualité industrielle. Une seconde meule diamantée affûte les pointes jusqu'à un angle de coupe précis. Une fois la taille et l'affûtage des dents terminés, cette lame est prête à trancher n'importe quel matériau, y compris l'acier dont elle est composée. À suivre, pourquoi faire éclater les grains de café avant de pouvoir en déguster une tasse? Et pourquoi fabriquer du verre si on ne peut pas voir au travers? Le secret d'une bonne tasse de café réside à l'intérieur des grains. Il faut les torréfier pour libérer leurs arômes avant de les moudre et d'en faire du café. Si la torréfaction n'est pas parfaite, le café pourrait ne pas avoir la saveur désirée. Les grains de café vert récoltés en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est et en Indonésie arrivent à l'usine de torréfaction. Les sacs de jute permettent aux grains de respirer pendant le transport. Les grains sèchent ainsi de façon homogène, ce qui a son importance lors de la torréfaction. Un élévateur emporte les grains verts dans une trémie où ils attendent que le torréfacteur soit pris. À l'intérieur, un tambour remue les grains pendant qu'ils chauffent pour qu'ils grillent de façon homogène et ne brûlent pas. Quelques minutes plus tard, on augmente la température progressivement, jusqu'à ce qu'elle atteigne 204 degrés. Un seuil essentiel du processus de torréfaction. Un volant permet d'ouvrir une prise d'air qui apporte un courant d'air régulier dans le torréfacteur. En seulement 4 ou 5 minutes, les grains de couleur verte passent au brun doré. En continuant de chauffer, l'eau et les gaz contenus dans les grains gonflent jusqu'à ce qu'ils se mettent à exploser. Le bruit rappelle celui des grains de maïs qui éclatent. Les maîtres torréfacteurs appellent ce stade la première explosion. Les grains semblent grillés, mais si on en faisait du café, celui-ci serait très acide. Ce n'est que lors de cette première explosion que les grains libèrent les sucres qu'ils contiennent. Ceux-ci doivent encore caraméliser et roussir pour créer les riches arômes et saveurs du café. Cela ne se produit que lorsque les grains se remettent à éclater lors de la seconde explosion.
À ce stade, plus les grains seront torréfiés, plus le café sera noir. Quand les grains sont évacués du torréfacteur, ils sont assez chauds pour continuer à griller seuls. Ils sont donc envoyés dans un bac de refroidissement surplombant des ventilateurs. Des pales mélangent les grains pour évacuer la chaleur. S'ils ne refroidissent pas en quelques minutes, ils continueront de se torréfier et le café sera brûlé. Une fois refroidis, les grains sont nettoyés dans un tube à vide qui élimine les impuretés qui auraient pu être emportées dans les sacs de jute. Cette machine s'appelle une épierreuse, car ces impuretés sont surtout de petits cailloux. On récupère les grains propres. Ces grains entiers vont être emballés dans des sacs de 2,2 kg munis d'une valve spéciale. En effet, les grains libèrent des gaz jusqu'à 72 heures après leur torréfaction. Sans cette valve, les sacs exploseraient. Le reste des grains est moulu avant d'être expédié. Plus la mouture est fine, plus les saveurs seront libérées facilement quand le café sera passé. Et c'est seulement à ce moment-là que la qualité de la torréfaction se révèle dans les saveurs du breuvage. En général, le but du verre à vitre est de voir au travers. Mais les vitres de cette église sont faites pour être regardées. Il s'agit de verre opale, qui tire son nom des couleurs laiteuses et tourbillonnantes qui rappellent l'opale, une pierre fine. L'opalescence laisse passer la lumière tout en jouant avec les couleurs. C'est ainsi qu'une vitre devient une œuvre d'art. Comme la plupart des verres, les plaques de verre opale sont fabriquées à partir d'un mélange de poudre sèche. Le sable en est l'ingrédient principal. On y ajoute des minéraux tels des cristaux de soude et de la chaux qui rendent le verre plus durable et plus résistant. Mais c'est la poudre chimique blanche, appelée fluorine, qui sert aussi à mettre du fluorure dans les dentifrices, qui donne au verre opale son aspect laiteux et opaque. Des oxydes métalliques extraits de la terre apportent de la couleur. L'oxyde de cobalt, par exemple, donne une teinte bleu clair à ce lot. On ajoute une couleur différente dans chaque lot de 220 kg, qui est ensuite mélangé pendant 5 minutes. Le lot est ensuite envoyé dans ce qu'on appelle un four à pot. On met le mélange sec dans un creuset à l'intérieur du four. Il est chauffé à une température de 1370 degrés. Il faut 22 heures, soit presque une journée entière, pour transformer le mélange en verre fondu. On plonge ensuite une tige en acier dans le creuset. Alors que les filaments de verre refroidissent, on vérifie à la main qu'il n'y a pas de sable, de bosse ou quelconque rugosité. Quand le verre ne présente plus aucun défaut, les différentes couleurs sont finalement mélangées pour fabriquer une feuille de verre opale. On récupère chaque couleur de verre fondu séparément à l'aide d'une louche en acier. C'est là que le temps est compté. Il faut secouer la louche en l'emportant vite jusqu'au marbre. Le mouvement constant empêche le verre fondu de prendre forme avant d'être mélangé. Ensuite, on place 3 paraisons sur le marbre, chacune d'une couleur différente une fois refroidie. Un verrier malaxe et retourne le verre fondu comme de la pâte à pain afin de mélanger les couleurs. Le verre est tellement chaud que ceci doit être fait sur une plaque en acier. N'importe quel autre matériau prendrait feu. Le verre fondu durcit de seconde en seconde.
Le verrier n'a que 15 secondes pour bien mélanger les couleurs. Au-delà, elle serait terne. Mais si le verre n'est pas assez mélangé, les couleurs seront inégalement réparties et craquelées. « 15 secondes plus tard, le verre fondu passe entre deux rouleaux en acier qui lui donnent la forme d'une feuille plate. Chaque feuille mesure environ 2 mètres de long sur un peu plus de 3 mm d'épaisseur. La température du verre redescend à 590 degrés. Il est donc solide, mais assez souple pour être manipulé sans perdre sa forme. Ensuite, la feuille est glissée dans un grand four dont la température est inférieure à 590 degrés. Ainsi, le verre peut refroidir lentement. S'il refroidissait trop vite, il se briserait. Il faut presque 1 heure pour que la feuille de verre atteigne 42 degrés. Et se transforme en une plaque de verre solide. À la table de découpe, les bords de la plaque sont rognés. Le verre opale est finalement expédié pour transformer des fenêtres en œuvres d'art à travers le monde. L'automédication sur Internet, on l'a tous fait. Et vite regretté. Non? Y a que moi? Bon. En tout cas, c'est moins effrayant et plus instructif d'analyser les symptômes des autres. On n'imagine pas tout ce qui peut se détraquer dans le corps humain. Enfilez votre blouse blanche et rejoignez nos médecins pour établir les diagnostics. C'est quoi ça? Oh là là. C'est grave, docteur? Inédit, bientôt sur Discovery Science. Au bout du rouleau, sortez l'artillerie lourde. Connectez-vous et faites exploser de l'acier. World of Tanks. Jouez gratuitement sur tankiste.fr. Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Venez avec vos amis à l'une des soirées mythiques en vous inscrivant sur notre nouvelle application. Bip, Médianav activé. 125 chevaux dans le moteur. Bip, 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 bip. Dacia Duster à partir de 11 990 €. Pendant les jours Dacia 10 ans seulement, du 8 au 18 avril, Dacia vous propose en cadeau 3 ans d'entretien sur une sélection de véhicules pour 1 € de plus. Dacia 10 ans seulement. Terrasse tes ennemis, capture leur ville et développe ton empire. Disponible sur le Play Store ou sur tribalwars2.com. Contre-attaque sur tribalwars2.com. Nature, rien ne va plus. Ce soir à 21 h sur Discovery Science.
Quel secret se cache derrière les fenêtres hermétiques? Pourquoi un fer à repasser pour fabriquer une crosse de hockey? Comment cette matière jaune et visqueuse nous permet-elle de voir dans l'obscurité? Et comment fabrique-t-on des bancs de car capables de résister aux écoliers? Vous le saurez en regardant Secret de fabrication. La plupart des fenêtres isolées sont à double vitrage. 2 vitres valent mieux qu'une lorsqu'on veut conserver la chaleur à l'intérieur durant l'hiver et à l'extérieur durant l'été. Mais ce n'est pas la vitre supplémentaire qui fournit l'isolation. En fait, c'est ce qui se trouve entre les 2 vitres. Une fenêtre ne peut pas isoler sans un cadre hermétique. On le fabrique en vinyle. Le vinyle a les mêmes propriétés isolantes que le bois, en plus d'être résistant à l'humidité, aux fissures, ainsi qu'aux violentes tempêtes et à la chaleur extrême. Des tiges de vinyle sont insérées dans une scie contrôlée par ordinateur. Les extrémités sont coupées à un angle de 45 degrés. Ainsi, une fois assemblées, elles formeront un solide angle droit. La machine suivante fait fondre 2 par 2 les bords des cadres. Les bords de plastique fondent grâce à une plaque de métal chauffée à 250 degrés. Quelques secondes après, la plaque de métal est retirée et la machine presse les bords chauffés ensemble. Une fois refroidi, le joint est solide et parfaitement hermétique. Les bords sont poncés afin de les rendre lisses. Puis, un enduit d'étanchéité en silicone vient recouvrir l'intérieur. Le cadre est maintenant prêt pour recevoir la vitre. Pour la préparer à l'assemblage, un bras électronique prend une vitre et la dépose sur une table à découper informatisée. Une fois la vitre sur la table, une petite roue d'acier applique une fine couche d'enduit isolant sur le bord de la vitre qui fixera les 2 carreaux ensemble. Puis, une roue de carbure grave la taille désirée de la vitre. Si on taillait à travers toute la vitre, la pression appliquée la briserait. C'est pourquoi on fait plutôt une cassure nette à l'endroit gravé. Deux morceaux de vitre sont alors assemblés dans une entretoise de métal pour en faire des vitres doubles. L'entretoise ressemble à un petit châssis de fenêtre, mais elle se place entre les 2 vitres afin de créer une poche d'air isolante. Un ouvrier place l'entretoise sur la première vitre, puis une machine composée de 2 tables pliantes assemble le carreau fixé sur l'entretoise à l'autre carreau. La machine se referme afin de lier les carreaux à l'entretoise par une légère pression. On a désormais une fenêtre à double vitrage. On fusionne le tout dans un four où des rouleaux font fondre et adhérer les vitres à l'entretoise, les scellant ainsi de façon hermétique. L'air comprimé entre les 2 vitres sert d'isolant. Mais cette barrière isolante est encore plus efficace lorsqu'on remplace l'air par un gaz appelé argon. Une sonde de métal est insérée dans l'entretoise afin d'injecter de l'argon dans l'espace entre les 2 vitres. Tandis que l'argon s'infiltre, l'air qui s'y trouvait s'échappe par une deuxième sonde. On ne peut pas voir cet échange d'air car l'argon est un gaz invisible. C'est aussi un gaz non toxique et plus dense que l'air, ce qui en fait un excellent isolant.
Du fait de sa densité, l'argon forme une puissante barrière entre les deux carreaux qui réduit le transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Une fois l'argon en place, les doubles vitres sont placées dans les châssis hermétiques en vinyle. Une bande de plastique scelle le joint entre la vitre et le vinyle et sert de protection finale. Ces fenêtres à double vitrage sont maintenant prêtes pour vous protéger contre toutes les intempéries. Pour réussir un tir au hockey sur glace, il faut une crosse de hockey assez résistante pour fléchir sans se briser. Plus elle est souple, plus le tir est puissant et rapide. Le bois était jadis le matériau de prédilection en matière de résistance et de flexibilité. Mais de nos jours, les crosses en composite supplantent les autres, autant dans le milieu professionnel qu'amateur. Les crosses de hockey sont fabriquées en deux sections, le manche et la lame. Le matériau le plus populaire auprès des joueurs qui recherchent un manche solide est ceci. Un matériau flexible appelé fibre de carbone. La fibre de carbone ressemble à un tissu qui aurait été tissé avec des fils de carbone ultra résistants. Elle est composée de fils microscopiques orientés dans la même direction. Les fils sont maintenus ensemble par une résine de plastique également dans le tissu. Le résultat est un matériau extrêmement résistant, léger et flexible. Toutes les qualités nécessaires à une crosse de hockey. Pour la fabrication, on commence par découper le tissu en biais. Puis on place deux morceaux l'un contre l'autre pour que les fils de carbone se croisent en direction opposée. À l'aide d'un fer à repasser, pareil à ceux qu'on utilise chez soi, on fait fondre le plastique à l'intérieur du tissu pour coller les deux morceaux. Pour varier encore plus l'orientation des fils de carbone, les morceaux sont reliés obliquement le long des coupures. On colle alors les coutures à l'aide du fer. Cet ajout par couche fait en sorte que les fils de carbone soient parallèles à certains endroits, ce qui renforce le manche. À d'autres endroits, ils se croisent, ce qui rend la crosse plus flexible. Les feuilles de carbone sont insérées dans un rouleau chauffant. Les couches fusionnent en un seul tissu composite. Lorsque les couches refroidissent, on coupe le composite à la bonne longueur de crosse. Grâce aux différentes couches et aux coutures dans le composite, chaque bande est composée de fils de carbone orientés dans différentes directions. Un ouvrier enroule les bandes autour d'un moule, croisant encore plus les fils de carbone afin de créer un manche creux et léger. 20 bandes sont appliquées sur chaque manche. Un seul pli ou une seule bulle d'air entre les couches pourrait causer un défaut et la crosse risquerait de casser. Pour faire fusionner les couches de façon à former un manche pratiquement indestructible, on place les manches dans des tubes de compression qui sont chauffés dans un four à une température de 148 degrés. Tandis que les manches chauffent, un ballon de caoutchouc placé à l'intérieur des tubes se gonfle afin d'appliquer une pression supplémentaire sur les couches qui fusionnent. Lorsque les manches ont refroidi, on les retire du moule. On obtient ainsi des manches creux. Une machine spéciale vérifie la flexibilité des manches pour s'assurer qu'ils pourront résister aux tirs puissants sans se briser. Plus la flexibilité est grande, plus la puissance de tir est importante et la vitesse du palet élevée. Tandis que les manches sont testées, la surface extérieure des lames est taillée dans la même fibre de carbone. La solidité de la fibre de carbone protège l'intérieur de la lame. Il contient une petite poche entre deux morceaux de mousse. La mousse amortit l'impact du palet quand il percute la lame.
Elle augmente aussi la vitesse de tir du joueur. On ajoute 35 couches de fibres de carbone autour de la lame afin qu'elle soit assez solide pour résister à l'impact des palets. Pour que les couches ne fassent plus qu'une, les lames sont pressées dans des moules chauffés qui les écrasent sous 8 tonnes de pression. Au même moment, les poches à l'intérieur des lames se remplissent d'air, compressant ainsi les feuilles de carbone de l'intérieur. Ceci renforce encore plus les lames. Lorsque les lames sortent des moules, on les colle solidement aux manches. Pour s'assurer que le produit est conforme aux standards des ligues professionnelles, des crosses sont sélectionnées au hasard afin d'être testées dans une machine de tir. La crosse doit frapper au moins 200 palets à 120 km/h sans se casser. Sinon, tout le lot est jeté. Si la crosse passe le test, le lot se dirige vers la peinture. On peut appliquer plusieurs couleurs, tout dépend du graphisme voulu. On applique des logos officiels. On recouvre le tout d'une pellicule transparente qui protège la crosse et qui ajoute une texture qui donne une meilleure prise au joueur. On met un bouchon sur l'extrémité ouverte du manche. 2 heures seulement après le début du processus, les crosses sont prêtes pour le match. À suivre, comment ce plastique brille-t-il dans le noir? Et qu'est-ce qui rend les sièges de car modernes si robustes? En cas de panne de courant, on doit pouvoir compter sur sa lampe de poche. Mais grâce à cette lampe, pas besoin de fourrager dans le noir pour la trouver, car elle est fluorescente. Mais la lampe de poche ne reste allumée que si elle est construite de façon à résister aux pires conditions. Ces millions de grains de plastique industriel sont ce qui rend la lampe si résistante. On les envoie dans une trémie où ils deviendront l'enveloppe protectrice et résistante de la lampe de poche. C'est le même plastique ultra résistant qu'on utilise pour les casques de chantier, les têtes des clubs de golf et certaines pièces de voiture. Des grains jaunes sont ajoutés pour donner à la lampe de poche sa couleur vive. Un réservoir rotatif agite les grains tandis qu'ils sont chauffés à 200 degrés. La chaleur ramollit le plastique jusqu'à ce qu'il ressemble à du dentifrice coloré qu'on presse hors du réservoir. On injecte ensuite le plastique dans un immense moule de 1100 kg. Celui-ci va modeler les pièces dont on a besoin pour fabriquer 4 lampes de poche. Pourquoi un si gros moule pour seulement 4 lampes de poche? C'est qu'il doit contenir tous les tuyaux qui injectent le plastique. Une fois dans le moule, le plastique se refroidit instantanément et un éjecteur déloge les pièces du moule. Un second moule à injection fabrique la lentille qu'on visse sur la lampe afin de protéger l'ampoule. La lentille doit être cristalline afin de laisser passer la lumière. Elle est faite de polycarbonate, le même plastique qu'on utilise pour les lunettes. Pendant ce temps, une autre machine façonne le capuchon fluorescent qui relie la lentille à la lampe. Les capuchons sont faits d'un plastique spécial qui luit dans le noir grâce au phosphore qu'il contient. Le phosphore est une substance qui absorbe de l'énergie lorsqu'elle est exposée à la lumière. Elle diffuse ensuite cette énergie en brillant dans le noir.
Afin de transformer les grains de plastique en capuchon, on place 4 lentilles sur des tiges dans une presse. Le presse moule le plastique luminescent autour des tiges. Ensuite, les lentilles et les autres pièces sont prêtes pour l'assemblage. D'abord, on ajoute une valve de pression à la poignée des lampes. Ces dernières sont si hermétiques que du gaz émanant des piles pourrait s'accumuler à l'intérieur. Si ce gaz ne peut pas s'échapper, la lampe risque d'exploser. On place un joint circulaire sur le filetage de la lampe. Il empêche la poussière de s'infiltrer tout en rendant la lampe hermétique une fois que la lentille est vissée. Une machine estampe les contacts de la pile et on attache une corde à l'extrémité afin de pouvoir la transporter facilement. Finalement, l'interrupteur est fixé sur le côté. L'interrupteur allume une ampoule à diode. Cette ampoule émet une lumière blanche 3 fois plus intense qu'une ampoule incandescente et dure 8 fois plus longtemps. Une fois l'ampoule en place, on met en place le capuchon de la lentille ainsi que les vis afin de finaliser l'assemblage. Pour s'assurer que les lampes de poche sont assez résistantes, des échantillons sont soumis à des tests rigoureux. On vérifie leur étanchéité en plaçant les lampes dans un seau d'eau pressurisé. Les lampes doivent rester allumées sous l'eau pendant 30 minutes. Il y a aussi le test où on les fait tomber d'une hauteur de 2 mètres. Si la lampe fonctionne toujours, elle pourra illuminer les chemins les plus obscurs. Ces sièges de car scolaire doivent être à la hauteur. Ils doivent être assez solides pour résister au trajet vers l'école, malgré les coups de pied et les aléas de la route. C'est pourquoi ils sont composés des matériaux les plus solides. Tous les sièges doivent passer des examens rigoureux avant d'être installés dans le car. La solidité des sièges à toute épreuve démarre avec un vinyle ininflammable fait à base de Kevlar, le même matériau qu'on utilise pour fabriquer les gilets pare-balles. On l'utilise pour recouvrir les sièges afin qu'ils supportent les dégâts, les gribouillages, les coups de pied, les éraflures et même les accidents. Un stylo inscrit le numéro de brevet sur le vinyle destiné au dossier du siège. Puis la lame découpe la forme des dossiers avec les ouvertures pour les ceintures de sécurité. Une machine à coudre industrielle assemble les pièces avec un fil de l'épaisseur d'un fil de pêche. Ailleurs, dans l'usine, on assemble le cadre du siège. 2 ceintures de sécurité sont fixées à la partie supérieure du cadre à l'aide de boulons solides. Ils sont capables de résister à 68 000 kg de force, soit largement plus que ce que peuvent générer un arrêt soudain ou un enfant têtu. Le cadre est fait d'acier résistant et les joints sont soudés. L'arrière est donc à l'épreuve de tous les coups possibles. Tandis que le dossier prend forme, un énorme morceau de mousse de rembourrage est ajouté pour plus de protection. Le rembourrage est composé de 4 sortes de mousses différentes. Pour plus de protection, on multiplie les couches là où pourrait heurter la tête, les épaules ou les genoux des passagers. Lorsque la mousse est en place, on passe les ceintures de sécurité à travers les ouvertures prévues à cet effet. La housse de vinyle vient alors recouvrir la mousse. Des boulons ultra résistants fixent les prétendeurs de ceinture au cadre. Puis on teste les ceintures afin de s'assurer qu'elles s'attachent facilement. Le siège est aussi rembourré par une couche de mousse qu'on a fait rétrécir sous vide pour pouvoir l'insérer facilement dans la housse de vinyle. Une planche de bois est agrafée sous le siège et ce dernier est solidement fixé au dossier.
Mais avant d'installer les sièges dans les cars scolaires, des échantillons sont choisis au hasard pour passer des tests rigoureux répondant aux normes gouvernementales. Tout d'abord, un moteur propulse un bélier contre le dossier à une vitesse de 56 km/h, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel coup de pied d'enfant. Et aucun enfant ne pourrait frapper le siège avec assez de force pour le faire plier ainsi. Ce test vérifie que l'impact est absorbé par le siège et non par le passager. Pour terminer, 6 béliers sont attachés au siège à l'aide de chaînes afin de voir jusqu'où on peut tirer dessus. Les béliers doivent tirer avec une force de 9000 kg pour faire céder ce siège. On sait maintenant que ces sièges sont à l'épreuve de tout. Que ce soit infligé par les enfants ou par la route. Adaptation Rollin Dice Productions avec la voix de Serge Thirier.